Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast donc, où nous allons parler d'une QPC en date du 17 mai 2024. Donc une QPC qui porte sur la procédure pénale, mais plus particulièrement pour les infractions en droit de la presse. Donc vous savez que le droit de la presse c'est tout je dirais un caractère spécifique, c'est tout un droit assez particulier puisqu'il est régi par une loi du 29 juillet 1880. Donc il prévoit vraiment un régime à part entière. Alors une QPC, on va le rappeler, donc c'est une question prioritaire de constitutionnalité. C'est possible depuis 2010, donc cette procédure-là, où un justiciable va pouvoir, lors d'un procès, soulever le caractère inconstitutionnel d'une loi. Donc c'est-à-dire que concrètement, le justiciable considère que la loi va à l'encontre de ses droits fondamentaux et des droits qui figurent dans la Constitution. Donc il va saisir le Conseil constitutionnel qui va ensuite, s'il est saisi, puisqu'il y a tout ce qu'on appelle des filtres, c'est-à-dire qu'il doit passer devant jusqu'à la Cour de cassation, qui vont venir filtrer, puisque voilà, on veut éviter les requêtes abusives. Et si le Conseil constitutionnel est saisi, eh bien il va se prononcer sur le caractère constitutionnel ou non de la loi. Ce qui a pour effet, si la loi est déclarée inconstitutionnelle, il va pouvoir venir l'abroger, l'annuler. Donc voilà, donc ici on va parler du droit au silence. Vous verrez que c'est un cas assez intéressant. Donc qui parle de la procédure de mise en examen dans le cadre des infractions dans le droit de la presse. Alors en l'espèce ici c'était une personne, donc ce qu'on appelle un corps constitué. Un corps constitué dans la plupart du temps ce sont des personnes morales de droit public en gros. Donc qui a été sanctionné pour diffamation, cette personne morale. Et lors de son procès, donc les avocats ont soulevé une QPC puisque l'article 51-1 prévoit, on va le voir, donc un régime assez spécifique pour les mises en examen. Alors une mise en examen, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est lorsque le juge estime qu'il y a assez d'indices graves et concordants pour justifier une mise en examen. Une mise en examen, donc c'est le juge d'instruction qui va venir ensuite enquêter. C'est très rare en général que le juge d'instruction soit saisi, c'est surtout dans les affaires qui ont une gravité et une complexité assez importante. La plupart du temps, ce sont les forces de police qui font le travail. Mais voilà, quand on a des infractions assez graves et que la complexité de l'enquête le justifie, c'est le juge d'instruction qui est saisi. Alors c'est l'article 81-1 du Code pénal et l'article 116 du Code de procédure pénale, qui régissent la procédure de mise en examen. Donc là, on parle du droit commun. Donc c'est ces articles-là qui organisent ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution. Donc concrètement, en droit commun, si une personne est mise en examen, on doit impérativement respecter ces articles-là, qui précisent donc que la mise en examen ne peut avoir lieu qu'après un interrogatoire de première comparution où le mis en cause est assisté de son avocat, où il est informé de son droit au silence et tous les droits afférents. Voilà, vous pouvez consulter directement ces articles-là. Alors la spécificité du droit de la presse, c'est que on prévoit une procédure en fait simplifiée de la mise en examen, c'est-à-dire que le juge d'instruction ne va pas rencontrer directement le mis en cause, mais que la mise en examen va se faire par courrier. C'est-à-dire que concrètement, il va avoir un échange entre le mis en cause et le juge d'instruction qui va lui poser des questions. Et ensuite, le mis en cause va répondre. Et c'est à la suite de cet échange de courrier que la personne va être mise en examen. C'est-à-dire que donc les deux personnes ne vont jamais se voir. Et donc, on peut craindre là qu'il y ait des droits qui sont pas respectés. Et c'est ce que soulève cette QPC. Alors, les avocats ici soutenaient que
puisque le mis en cause n'était pas informé de son droit au silence, eh bien cela était contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit donc la présomption d'innocence. Alors en effet, l'article 51-1 prévoit que suite à un échange donc entre le juge d'instruction et le mis en cause, la personne est invitée à répondre à des questions. Sauf que cette invitation-là, elle peut poser des problèmes, puisque la personne va en fait croire qu'elle est obligée à répondre aux questions du juge d'instruction. Et donc, en répondant à ces questions, elle va s'auto-incriminer, va penser qu'elle ne bénéficie pas du droit au silence, et donc va faire des déclarations à son encontre. Et c'est là que donc les avocats ont soulevé cette QPC et dit que voilà, cet article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne respecte pas la Constitution, en ce que le mis en cause n'est pas informé de son droit au silence. Alors vous le voyez, j'emploie le terme de mise en cause puisque la personne n'est pas encore mise en examen, donc c'est important d'être précis avec les termes. Voilà, donc il faut surtout ne pas dire le mis en examen, donc on précise bien c'est le mis en cause à ce point de l'enquête. Ce n'est seulement si le juge d'instruction prévoit une mise en examen que là on pourra parler de mise en examen. Voilà pour la parenthèse terminologique. Alors cette décision est très intéressante donc puisqu'elle vient souligner l'importance du droit au silence. D'ailleurs il faut noter que vous voyez, en fait, il y a un peu un mouvement depuis de longues années, donc où on vient consacrer l'importance du droit au silence. Et à ce titre, il y a une loi du 22 décembre 2021 intitulée Pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a en fait consacré le droit au silence comme étant un principe directeur du procès pénal. Donc on voit en fait le droit au silence c'est un peu la clé de voûte et un peu un principe incontournable dans la procédure pénale où la personne en fait on évite absolument qu'elle s'auto-incrimine et qu'elle ait le droit à un avocat et donc tous ces droits-là. Donc le Conseil constitutionnel a déclaré dans une décision heureuse l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, inconstitutionnel. Alors, la spécificité, ici, le Conseil constitutionnel a modulé ses effets dans le temps. Vous le savez, le Conseil peut moduler ses effets dans le temps, c'est-à-dire qu'il peut, très souvent, pour ne pas créer de cataclysme juridique et pour laisser du temps au législateur afin de rédiger une nouvelle loi, il va pas annuler la loi sur le champ, mais il va enjoindre au législateur de le faire dans un certain délai. Donc cela va venir favoriser un peu un travail législatif de qualité. Cependant, il y a encore une spécificité. Le Conseil est venu quand même enjoindre aux juges d'instruction qui vont interroger des mises en cause de leur informer du droit au silence. Donc c'est-à-dire que lorsque une personne publique va être accusée de diffamation, un corps constitué, pour reprendre la loi, lorsqu'un corps constitué va être interrogé par un juge d'instruction, donc dans le cadre du dispositif de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, bien que le Conseil n'ait pas annulé la loi, eh bien, il va obliger le juge d'instruction à informer le mis en cause donc de son droit au silence. Voilà donc pour cette décision que je trouve très intéressante, donc qui vient souligner l'importance du droit au silence et qui vient en fin de compte souligner aussi les dérives qui peuvent avoir lieu dans le cadre des procédures simplifiées. Là, on le voit, c'est une procédure simplifiée en ce que
la personne ne comparaît pas devant le juge d'instruction, il n'est pas assisté de son avocat. Donc cela peut laisser place à des dérives. Et c'est en fait concrètement avec ce dispositif-là, une personne pourrait être mise en examen suite à un simple échange de courrier et sans que elle soit informée de son droit de garder le silence. C'est-à-dire, on reçoit le courrier, on lui pose des questions et la personne peut se dire tiens, le juge me pose des questions, je suis obligé de répondre. Mais en fait non, la personne peut simplement refuser de répondre aux questions et donc invoquer son droit au silence, qui est un droit donc prévu par la Constitution, le bloc de constitutionnalité en général. Et d'ailleurs, on interdit, petite parenthèse, mais bien sûr, on interdit aux autorités et aux juges d'inférer d'un silence de la personne, c'est-à-dire de déduire du silence d'une personne une culpabilité. C'est-à-dire que concrètement, si on veut exercer notre droit au silence, on ne peut pas dire tiens, cette personne préfère se taire, c'est qu'elle est coupable. Non, on ne peut rien inférer du droit au silence, qui est, on l'a dit, donc la clé de voûte et un des piliers de notre procédure pénale. D'ailleurs, aux États-Unis, on connaît le Miranda Rights, donc où dès qu'on arrête quelqu'un, la première chose qu'on lui informe, c'est de son droit au silence, le droit d'être assisté d'un avocat. Donc voilà, un peu de droit comparé. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc c'est on le rappelle, donc c'est une décision du Conseil en date du 17 mai 2024. Ça peut être intéressant de l'avoir pour sa culture générale et si on a des interrogations sur le droit au silence, qui on le voit s'immisce dans toutes les procédures et même dans le droit donc sur la liberté de la presse, donc qui ne fait pas exception. Certes, c'est un régime dérogatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit commun qui est appliqué, dans le sens où on l'a dit, on ne fait pas application des articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale, qui organise l'IPC, donc l'interrogatoire de première comparution. Mais voilà, quand bien même on a un droit dérogatoire, on va devoir respecter tous les principes directeurs, et le droit de la presse ne fait pas exception. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez retenu les éléments essentiels. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.